Donc je m'auto-appelle pour clôturer cette session, clôturer cette journée. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de m'avoir permis d'assister à ces belles journées, surtout à cette date très historique. Donc vous connaissez tous le 17 octobre 1961, Birham Chouhada. C'est une date historique, triste, mais historique pour l'Algérie et qui a eu un impact réel sur les conséquences par la suite et sur l'indépendance de notre pays. Donc je vous parlerai pour ma part, on a parlé depuis tout à l'heure de prévention primaire, de patients qui étaient stables, et puis on a essayé de voir comment faire pour éviter les catastrophes. Moi je vais vous parler maintenant de catastrophe, le syndrome coronaire aigu, et puis quoi de neuf en 2025. C'est pas pour vous effrayer, mais c'est la réalité. Ce qui tue le plus dans le monde, c'est le cœur, ce n'est pas le cancer, c'est vraiment les maladies cardiaques qui sont au premier point sur la mortalité mondiale. L'Algérie n'échappe pas à cette réalité. On estime que la mortalité annuelle cardiovasculaire est aux alentours de 14 000 décès par année. Quand on dit cœur, c'est surtout la coronaropathie, et c'est surtout la forme aiguë de la coronaropathie qui est l'infarctus du myocarde. Quand je commence par ce terme, j'aimerais bien qu'on n'utilise plus ce terme en pratique quotidienne. Que veut dire le mot infarctus du myocarde? C'est-à-dire qu'il y a mort de cellules cardiaques. Cette mort de cellules cardiaques s'accompagne par libération de la troponine, qui est une protéine située à l'intérieur des cellules cardiaques. Et cette mort est due à un étouffement des cellules par manque d'oxygène, un déséquilibre entre les apports et les besoins. Vous voyez que c'est plutôt une définition littéraire. Cette définition correspond à 5 formes. Vous avez l'infarctus de type 1, c'est celui qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a une plaque d'athérosclérose à l'intérieur de l'artère coronaire. Cette plaque d'athérosclérose se fracture avec formation d'un caillot de sang, d'un thrombus, qui va créer cette suffocation, cette ischémie, cette mort cellulaire et cette élévation des troponines. Cependant, le terme IDM, infarctus du myocarde, peut aussi identifier 4 autres formes. L'IDM de type 2, c'est un infarctus lié à des spasmes, à des embolisations, à tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de plaque d'athérosclérose qui se fracture. Donc la physiopathologie est différente, le traitement sera différent. Infarctus de type 3, c'est un patient qu'on découvre en arrêt, il a des facteurs de risque, il a peut-être une symptomatologie, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. S'il meurt, on va écrire infarctus de type 3. Si on le ressuscite, on le récupère, il va bénéficier d'une exploration, éventuellement d'une coronarographie, qui va le reclasser en type 1 ou type 2. L'infarctus de type 4 et de type 5, c'est les infarctus qui compliquent la mise en place d'un stent ou une chirurgie de pontage orthocoronaire. Donc on a tous bien compris qu'on va parler d'infarctus du myocarde de type 1. Un infarctus du myocarde de type 1 a comme lit de pathologie l'athérosclérose. L'athérosclérose commence aux alentours de l'âge de 20 ans, on parle de strie lipidique, c'est des études effectuées par les Américains sur des GIs, des soldats décédés dans le combat ou décédés de façon naturelle. On a fait des autopsies et puis on a constaté qu'on commençait à avoir de l'athérosclérose à partir de l'âge de 20 ans. À 20 ans, cette athérosclérose n'engendre pas de symptomatologie, elle va provoquer plutôt de la dysfonction endothéliale. Progressivement, les lipides s'accumulent, on a une plaque, une sténose qui va provoquer de l'angor, et puis à un moment donné, cette plaque ou cette sténose se fracture avec subitement la formation d'un thrombus sur cette artère, et ce thrombus va créer le passage d'un patient qui était a priori stable à un syndrome coronaire aigu. On aura compris que le premier élément qui va agir après la fracture de la plaque d'athérosclérose, c'est l'agrégation plaquettaire. Et on verra tout à l'heure qu'on va donner une bonne partie de la thérapeutique aux anti-agrégants plaquettaires. Ne fait pas infarctus qui veut, mais fait infarctus celui qui est prédisposé. Donc, pour faire un infarctus, clairement, il faut avoir des facteurs de risque cardiovasculaire. Vous recevez un patient qui se plaint de douleurs thoraciques. Première chose que vous allez faire, c'est de rechercher le contexte. Vous êtes face à un jeune, 17 ans, stressé, une jeune fille, 24 ans, stressée. L'infarctus du myocarde ne sera pas le diagnostic auquel vous allez penser en premier. Par contre, vous recevez un patient obèse, 50 ans, de sexe masculin, diabétique, hypertendu, fumeur, stressé, douleur thoracique, c'est l'infarctus qui passe en premier. Ensuite, vous allez analyser votre douleur. La douleur doit survenir au repos, voire à l'effort, mais persister malgré le repos. Et de la forme la moins typique à la forme la plus typique, vous avez la douleur punctiforme, qui n'oriente pas vers l'infarctus, et puis une douleur qui va s'étendre sur tout le thorax et qui peut irradier vers le bras gauche, la mâchoire gauche. C'est une question de projection métamérique. Le cœur n'a pas de terminaison sensitive stricte. On a des chémorécepteurs au niveau du médiastin.
Le fait d'avoir de l'ischémie, on aura production d'acide lactique. Cet acide lactique va stimuler les chémorécepteurs qui vont aller vers le même métamère au niveau de la moelle épinière qui reçoit la terminaison sensitive du bras et de la mâchoire. Et donc le cerveau va croire qu'on a mal ici, mal au bras et mal à la mâchoire. Pour avoir ce tableau complet, il faut avoir un système nerveux intact. Et comme je l'ai dit ce matin, on connaît au moins 2 patients qui n'ont pas de système nerveux intact, le sujet âgé et le diabétique. Et il faut faire attention face à ces 2 profils-là aux douleurs atypiques. Il faut pousser les explorations. N'hésitez pas à faire un électrocardiogramme quand le diabétique vient se plaindre d'un essoufflement brutal, d'une gêne brutale, d'une douleur atypique, sujet âgé aussi, d'une épigastralgie. Faites un électro et vous allez sauver la vie de votre patient. Pourquoi je parle de l'électro? Parce qu'une fois que vous avez interrogé, vous avez pris la tension artérielle du patient, l'examen clé du diagnostic et de la prise en charge du syndrome coronaire aigu, ça va être un électrocardiogramme. Il faut l'obtenir en moins de 10 minutes du premier contact médical. Vous allez comprendre pourquoi, c'est une course contre la montre. Cet électrocardiogramme va vous montrer 2 aspects. Soit il y a un sus-décalage du segment ST, ce que vous voyez sur ma droite, soit il n'y a pas de sus-décalage du segment ST. Dans les 2 cas, il y a une plaque d'athérosclérose qui s'est fracturée, avec un thrombus complet fait de plaquettes et de fibrines dans le sus-décalage, et un thrombus partiel fait essentiellement de plaquettes dans l'absence de sus-décalage. Comment on explique ça? On explique ça avec l'histoire du bâtiment. Vous rentrez le soir chez vous, vous habitez dans ce bâtiment, en arrivant devant chez vous, vous trouvez un plombier qui tripote la canalisation principale. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le plombier? La tuyauterie est bouchée. Complètement ou partiellement? Partiellement. Vous habitez au rez-de-chaussée, vous aurez de l'eau? Oui. Vous habitez au dernier étage? Non. Parce que la canalisation étant partiellement bouchée, il n'y a pas assez de pression pour que l'eau arrive aux derniers étages. Si on revient à la médecine, la canalisation principale, c'est l'artère coronaire dans son trajet épicardique. Je n'ai pas malheureusement de pointeur, mais vous voyez la partie basse de ma slide, donc l'artère coronaire à l'extérieur du cœur. Ensuite, la distribution, c'est cette artère qui monte dans l'épaisseur du myocarde. Quand l'artère est partiellement bouchée, c'est les couches internes du myocarde qui ne vont pas recevoir d'oxygène. Je reprends mon cœur en coupe transversale. Si je vous montre cette partie en rose et qu'on va accepter que l'artère qui nourrit toute cette épaisseur de myocarde est partiellement bouchée, c'est la zone rose qui ne va pas recevoir son oxygène. Si cette zone ne reçoit pas son oxygène, elle ne se dépolarise pas. Après le QRS, il persistera une zone qui garde de l'électricité positive, qui va essayer, comme vous le voyez avec la grande flèche en regard de V5, de repolariser la zone qui lui est voisine. V5, qui est l'électrode qui regarde cette zone où il y a un problème, va voir de l'électricité négative après le QRS. Donc elle va voir un sous-décalage du segment ST ou une onde T négative. Le lendemain, vous revenez chez vous, vous trouvez le même plombier qui tripote la même canalisation. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le plombier? Partiellement ou complètement? Complètement. Vous habitez au rez-de-chaussée, non. Premier étage, non. C'est tout le bâtiment qui est privé d'oxygène. C'est une ischémie transmurale. Je reviens à ma médecine. L'artère étant la même artère qu'on a vue tout à l'heure, cette fois-ci, elle est complètement bouchée. C'est toute l'épaisseur du myocarde en rose que vous voyez là-bas qui ne se dépolarise pas. Donc, il va garder de l'électricité positive. Après le QRS, cette zone va essayer de repolariser les zones qui lui sont voisines. V5 qui regarde ces flèches va voir la partie rouge de la flèche et elle va voir un sus-décalage du segment ST. Oubliez tout ça, retenez un seul message parce qu'il y aura un impact thérapeutique. Quand j'ai un sus-décalage du segment ST, j'ai une occlusion complète de l'artère coronaire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des plaquettes et de la fibrine. Quand j'ai une occlusion partielle, maintenant, sus-décalage, j'ai pas de sus-décalage, l'occlusion est partielle. Qu'est-ce qu'il y a dans l'artère? Fracture de plaque avec uniquement des plaquettes, pas du tout ou très peu de fibrine. Et vous voyez où est-ce que je veux en venir pour la prise en charge thérapeutique. Ensuite, l'électrocardiogramme va voir des parois du cœur. Et donc, selon les dérivations, si vous avez une anomalie en D1, AVL, V5, V6, etc., vous parlerez du territoire latéral. Si l'anomalie ECG est en D2, D3, AVF, vous parlerez de la paroi inférieure. Si c'est V1, V4, vous parlerez de la paroi antérieure. V7, V8, V9, vous parlerez de la paroi postérieure. V3R, V4R, c'est le ventricule droit. L'intérêt, non seulement il est pronostique, parce que l'antérieur tue, plus que les autres territoires, mais l'intérêt aussi pour nous, cathétériseurs, il est important. Quand vous me ramenez un infarctus antérieur, je vais ponctionner l'artère radiale et je vais monter avec une sonde qui me permet de déboucher l'interventriculaire antérieur. Quand vous me ramenez un inférieur,
je vais prendre la sonde qui me permet de déboucher la coronaire droite, etc. Et donc, ça nous fait gagner encore quelques minutes sur la prise en charge du patient. J'arrive à la prise en charge, là vous voyez une image réelle, c'est un patient en Europe qui était au bureau, il fait une douleur thoracique, on appelle le SAMU. Le SAMU arrive et c'est l'hôpital qui vient au travail, vous voyez le patient est allongé, il y a l'infirmier qui est en train de faire l'électrocardiogramme ou le médecin, l'aide qui est en train de préparer une perfusion, vous voyez le défibrillateur juste en dessous de la doctoresse qui est en train de préparer la perfusion. Et donc, on fait le diagnostic. S'il faut prendre en charge, on commence à prendre en charge à ce niveau-là. Bekri, en Europe, on appelait une ambulance non médicalisée, venait, elle transportait le patient vers l'hôpital pour faire un diagnostic à l'hôpital. En Europe, la flèche s'est inversée, on appelle, c'est l'hôpital qui se déplace chez le patient, le diagnostic est fait à la maison, il est transporté dans une ambulance médicalisée où il y a déjà un début de prise en charge. Et quand il arrive à l'hôpital, il n'arrive pas pour un diagnostic, mais il arrive pour une coronarographie et un stent pour déboucher son artère. On n'est pas encore là et on espère qu'on pourra tous ensemble s'organiser pour arriver à ce genre de prise en charge. Mais je vous dirais, à votre niveau, vous recevez une douleur thoracique avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Si vous avez la chance de faire un électrocardiogramme, vous le faites, sus-décalage, plaquettes et fibrine, on verra ce qu'il faut faire. Pas de sus-décalage, uniquement des plaquettes, c'est moins urgent. L'urgence extrême, c'est le sus-décalage. Vous n'avez pas d'électro, vous êtes en droit d'appeler votre infirmière Mona. Mona, c'est quoi? C'est morphine ou antalgique mineur. Oxygène, lorsque la saturation est inférieure à 90%. N pour les dérivés nitrés qui sont vasodilatateurs coronaires. Et A pour l'aspirine, c'est un antiagrégant plaquettaire. S'il n'y a pas de sus-décalage, vous dosez la troponine, vous avez le temps de voir le résultat, voire même redoser une deuxième troponine. S'il y a un sus-décalage, c'est une course contre la montre, mes amis. Chaque minute de perdu dans la prise en charge, c'est 11 jours d'espérance de vie de perdu. Vous perdez 1 heure, le patient, il va mourir 2 ans plus tôt. Chaque minute de perdu, c'est 30 mg de myocarde de perdu de nécrose. Et donc, il faut vraiment courir derrière le temps. Donc, vous avez fait votre électro, vous avez confirmé votre sus-décalage. Maintenant, vous devez proposer une prise en charge. La prise en charge est axée sur 2 principales techniques et on verra comment choisir. Soit l'angioplastie, qui est très belle, on rentre, on aspire le thrombus, on met un stent et on règle en même temps le thrombus et la plaque d'athérosclérose. Sinon, on a la thrombolyse avec différents produits thrombolytiques qu'on injecte par voie intraveineuse, ça détruit le thrombus et ça nous donne le temps de sauver le myocarde et puis on confie le patient au cardiologue qui va s'occuper à distance de traiter cette plaque d'athérosclérose résiduelle à l'intérieur de l'artère. Idéalement, quand on n'a pas de salle de cathétérisme, c'est d'opter pour la thrombolyse. Donc la thrombolyse, il faut savoir qu'il y a des contre-indications absolues et des contre-indications relatives. Pour les résumer globalement, les contre-indications absolues, ce sont toutes les situations à haut risque hémorragique ou à hémorragie dangereuse, comme un AVC hémorragique, une chirurgie récente, etc. Les contre-indications relatives, elles sont là pour vous protéger. Vous pouvez marcher dessus quand vous estimez que le patient est jeune, l'infarctus est tout frais et que vous pouvez récupérer quelque chose. Et vous pouvez vous couvrir derrière les contre-indications relatives quand le patient est âgé, quand il a perdu beaucoup de temps et vous avez peur de le thromboliser. Donc les contre-indications relatives sont laissées à la décision du patient, du médecin, excusez-moi. Donc comme je vous ai dit, il faut courir derrière la montre, faire rapidement votre électrocardiogramme en 10 minutes, confirmer le sus-décalage. Vous allez vous retrouver dans 2 situations, soit que votre patient se présente dans les 12 premières heures du début de sa douleur, et à ce moment-là, vous voyez qu'on vous laisse le choix entre le stent et l'injection de thrombolytique. Par contre, quand il arrive au-delà de la 12e heure, vous voyez que la thrombolyse disparaît. On ne peut faire que l'angioplastie qui est obligatoire si le patient garde de la douleur, qui est possible en jaune, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 48 heures si le patient ne garde plus de douleur, et qui est interdite au-delà de 48 heures chez un patient asymptomatique, parce que s'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de survie et le myocarde est complètement nécrosé. On va voir comment choisir dans les 12 premières heures, parce qu'au-delà de 12 heures, c'est l'affaire du cardiologue. Dans les 12 premières heures, ce qui est recommandé par la Société européenne de cardiologie, c'est de voir au bout de combien de temps vous pouvez faire votre angioplastie. C'est-à-dire l'idée là, c'est de faire l'angioplastie. Si cette angioplastie est faisable en moins de 120 minutes, c'est-à-dire vous avez un centre qui n'est pas très loin, vous avez l'habitude de travailler avec, vous les appelez, ils sont prêts à le recevoir, allez vers l'angioplastie. Parce que l'angioplastie, on est certain à près de 100% de traiter l'infarctus. Par contre, si vous thrombolisez,
vous avez au mieux 70 à 80% de taux de succès. Au pire, si le patient a un état hémodynamique stable, le taux de succès tombe à moins de 30%. Par contre, si votre délai de transfert dépasse les 120 minutes, il ne faut pas perdre de temps, parce que ça va être de la survie et du myocarde qui se nécrose. Thrombolisez votre patient après avoir bien sûr éliminé les contre-indications. Vous thrombolisez un sus-décalage, donc vous devez surveiller le succès de votre thrombolyse par la régression de ce sus-décalage de 50% au bout de 60 à 90 minutes. Si ça marche, tant mieux, vous avez 24 heures pour le mettre entre les mains du cardiologue pour continuer à traiter l'athérosclérose qui persiste, votre thrombolyse a détruit le caillot de sang. Par contre, si la thrombolyse ne marche pas, vous l'orientez, quel que soit le délai de transfert, même si ça va prendre 5 heures, 6 heures, 8 heures, vous le transférez parce que sa seule chance de survivre, c'est d'aller retirer mécaniquement ce thrombus et mettre un stent pour plastifier l'artère. Recommandation américaine de 2025, c'est juste pour vous montrer que je suis à jour et tout. Il n'y a pas eu d'énormes changements. Donc si on a un sus-décalage du segment ST, on va d'abord voir s'il n'y a pas de contre-indication à la thrombolyse. S'il y a des contre-indications, on fait l'angioplastie, quel que soit le délai. S'il n'y a pas de contre-indication à la thrombolyse, les Américains reviennent au délai des 120 minutes. Si votre angioplastie est faisable en moins de 120 minutes, vous préférez partir pour cette angioplastie en moins de 120 minutes. Dans le cas contraire, vous allez thromboliser votre patient. Si vous avez thrombolisé, vous allez évaluer le succès ou l'échec sur la régression du sus-décalage de 50% en 60 à 90 minutes. Si ça marche, vous avez 24 heures pour le mettre entre les mains du cardiologue. Si ça ne marche pas, vous leur cassez la tête pour qu'ils le prennent le plus vite possible. Quand on utilise les thrombolytiques, vous avez différentes molécules. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais l'idéal entre les mains des urgentistes, c'est la tenectéplase. C'est un seul bolus IV par des graduations qui correspondent au poids du patient, par des tranches de 10 kg. Vous injectez en un seul bolus et la thrombolyse est faite. L'actylyse, c'est un schéma qui va prendre 90 minutes et il faut être rigoureux, on doit se partager pour pouvoir surveiller cette thrombolyse. Quand on fait de l'angioplastie primaire ou de la thrombolyse, l'injection ne suffit pas, il faudra associer à votre injection des thérapeutiques. Vous voyez que pour l'angioplastie primaire, sur votre gauche, on mettra un antiagrégant plaquettaire type ticagrelor ou clopidogrel associé à l'aspirine. On fait nos angioplasties sous héparine. Par contre, si vous faites de la thrombolyse, utilisez les molécules spécifiques, donc actylyse ou métallyse. Si votre patient est âgé de plus de 75 ans, utilisez la moitié de la dose, et je fais référence à l'essai STREAM des Français, qui a failli détruire la thrombolyse préhospitalière, qui n'existe plus d'ailleurs, mais grâce à la réduction de la dose, ils n'avaient plus d'AVC hémorragique et ils ont pu continuer l'essai. Ils ont invité les équipes qui thrombolisent à tester cette démarche. Elle a été testée et on n'a pas constaté chez ces sujets âgés de plus de 75 ans de baisse d'efficacité et on a constaté qu'on les protégeait contre les complications type AVC hémorragique. Bien sûr, quand vous thrombolisez, vous ne pouvez donner que le clopidogrel associé à l'aspirine et cette double antiagrégation sera maintenue pour 12 mois. Donc voilà ce qu'on donne. En général, quand on décide de thromboliser, vous donnez 3 comprimés d'aspirine à 100 mg, 4 comprimés de clopidogrel à 75 mg et vous lancez votre thrombolyse. Vous encadrez votre thrombolyse par une injection d'HBPM, donc de l'Ovenox. En général, on met 0,3 en IV si le patient est âgé de moins de 75 ans. S'il est âgé de plus de 75 ans, on ne met pas de l'Ovenox en IV et on passe directement à la voie sous-cutanée. Et donc, si c'est une angioplastie, je passe, on met l'aspirine, on met les nouveaux antiagrégants plaquettaires comme le ticagrelor, etc. Une fois que vous avez thrombolisé votre patient ou qu'on l'a stenté, l'histoire ne se termine pas. Ce patient doit être hospitalisé au minimum 2 à 3 jours après la revascularisation. En général, on les garde 5 jours. Il doit bénéficier du traitement basique. Cette fois-ci, on a l'infirmier basique, mais chez Mona. Basique, c'est bêta-bloquant, aspirine, statine, IEC, surtout si le patient a une insuffisance ventriculaire gauche, un infarctus antérieur, diabétique, hypertendu, et bien sûr, C pour le clopidogrel ou les nouveaux antiagrégants plaquettaires. Et pensez à la vaccination antigrippale. Donc, on a des preuves chez ces patients qui sont en prévention secondaire que cette vaccination antigrippale, et on peut élargir même à la vaccination antipneumococcique chaque 5 ans, réduit la mortalité cardiovasculaire parce que ces phénomènes inflammatoires, ce stress inflammatoire, va déstabiliser d'autres plaques d'athérosclérose et provoquer des récidives d'infarctus. Un petit mot en 3 minutes sur le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST.
Ici, ce n'est plus une urgence extrême, vous avez le temps de doser votre troponine. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Il ne faut surtout pas thromboliser. Sur votre gauche, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Sus-décalage, l'artère était complètement occluse, il y avait des plaquettes et fibrines à l'intérieur. Vous voyez la fibrine, je l'ai représentée en orange et les plaquettes en gris. Vous avez thrombolisé, vous avez fragmenté votre thrombus. Des petits bouts dans une artère, on va maintenir le Lovenox pendant 5 à 8 jours et ça va faire fondre ce thrombus. On était sur 3 territoires qu'on allait perdre en noir. On a thrombolisé, perdina wahed, récupéré un zouj. Le bilan est positif. Sur la droite, vous voyez ce qui se passe dans un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. L'artère n'est pas complètement occluse. Il n'y a aucun territoire qui va mourir tout de suite. C'est des zones profondes qui sont en train de se nécroser. Et vous voyez qu'il n'y a pas de fibrine, ou là très peu. Vous thrombolisez avec un produit dangereux, qui fait sanglant, qui fait saigner. Soit il n'y a pas de fibrine, vous n'avez aucune efficacité. On peut dire, monsieur, à quoi ça sert? À rien. Vous n'avez pas de fibrine. Donc c'est inutile. S'il y a un peu de fibrine, les fragments seront très gros et ils vont migrer dans une artère et ils vont accélérer la nécrose de certains territoires qui, à la base, n'allaient pas se nécroser. Donc, il ne faut surtout pas thromboliser un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut doser la troponine, refaire un deuxième dosage selon les différents schémas, selon le taux initial de troponine et selon la variation de la troponine et vous allez classer votre patient. Si vous connaissez les différents scores, donc vous avez le score de Grace que vous téléchargez sur votre téléphone, sinon le score des Français sur 3 doigts, troponine positive, sous-décalage du ST, diabète, patient à haut risque. 2 doigts, patient à risque intermédiaire, 1 doigt, patient à bas risque. Sinon, vous avez des tableaux un peu plus complexes, basés sur différents critères, qui vont stratifier le risque du patient. Mbinhom, le score de Grace que je vous ai montré. Bas risque, traitement classique, basique, bêta-bloquant. Risque modéré, 24 à 48 heures d'anti-agrégation plaquettaire. On fait fondre un peu le thrombus, puis on le met sur une table de Corot. Haut risque, on le traite comme le sus-décalage. Il faut aller rapidement, sauf qu'on ne le thrombolise pas, il faut aller rapidement vers une salle de cathé, excusez-moi, pour réaliser votre angioplastie. Les recommandations américaines disent la même chose, donc stratifier le risque, doser la troponine, faible risque, traitement conservateur, risque modéré, anti-agrégation, 24 jusqu'à 72 heures, puis coronarographie et stent, au risque, stent le plus rapidement possible. Bien sûr, vous allez maintenir une double anti-agrégation plaquettaire chez vos patients. Si vous faites une angioplastie, ça sera avec de l'héparine. Sinon, vous allez mettre de l'HBPM chez eux. Juste un dernier mot sur la durée de la double anti-agrégation plaquettaire. Chez le patient classique qui n'a pas de risque hémorragique ni de risque ischémique très élevé, on va maintenir l'aspirine et le clopidogrel ou le deuxième anti-P2Y12, je fais allusion au ticagrelor qui existe en Algérie, ça va être pour une durée de 12 mois. Si le patient a un risque hémorragique, on peut raccourcir cette durée jusqu'à 1 mois et puis on passera à une mono-anti-agrégation plaquettaire par la suite. Je vais conclure. Donc, en conclusion, je vous dirais que le syndrome coronaire aigu, surtout le sus-décalage du segment ST, est une urgence extrême. Le diagnostic doit être rapide. En 10 minutes, vous devez obtenir l'électrocardiogramme. Vous avez 2 attitudes, soit la thrombolyse, soit l'angioplastie primaire. Et il faut toujours garder en tête ce délai de 120 minutes. Si l'angioplastie est faisable en 120 minutes, angioplastie. Sinon, thrombolyse. Vous avez thrombolysé, succès en haletant, échec, tout de suite, on passe en salle de cathé. Quel que soit ce que vous faites, stent ou thrombolyse, double anti-agrégation plaquettaire, héparine fractionnée ou non fractionnée, et bien sûr, n'oubliez pas le basique bêta-bloquant, aspirine, statine, IEC et clopidogrel. Le ST-, pas de thrombolyse, ce n'est pas une situation extrêmement urgente, donc on fait la troponine, on refait la troponine et on stratifie le risque pour savoir quoi faire et je vous remercie. Mon chrono, moi j'ai 22 minutes sur ma 22 minutes et 53 secondes, mais je vais le chrono. Affichez le chrono s'il vous plaît. Ça va. En tant que modérateur, j'ai pas abusé. Donc, si vous avez 1 ou 2 questions brûlantes, sinon l'achat ou isenna. Merci beaucoup, professeur Zawi, pour ces éclaircissements et ces détails qu'on a toujours besoin de savoir et d'apprendre. Et on s'excuse pour vous avoir retenu cloué ici de toute l'après-midi. Allah Ghalb, c'est la faute à la CMPC, mais... C'était avec plaisir. Allah, merci beaucoup. S'il y a 1 ou 2 questions pour le professeur Zawi avant de clôturer cette journée.
J'espère que je vais savoir répondre. Voilà le responsable de cette journée très longue. Tout le monde est responsable. Donc, je voudrais juste poser une question Bien sûr, aussi avec plaisir. importante pour moi que quelle est la prise en charge sur le terrain en Algérie? C'est une Dans excellente les meilleurs centres. C'est une excellente question. Pour qu'on soit honnête avec vous, il y a beaucoup de centres de cardiologie interventionnelle, il y a beaucoup de CHU, beaucoup de HS, etc., qui essayent. On a un professeur Sik qui est avec nous, qui est à Mustapha, c'était les premiers à avoir lancé l'angioplastie 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est très compliqué parce que le statut de l'angioplasticien n'est pas reconnu. Qui nous déroule les gardes, c'était du volontariat. Donc, il devait faire les gardes de cardiologie générale ou ils idou les gardes d'angioplastie. L'administration ne voulait pas payer. Il fallait payer l'infirmier, l'IGIF, et ils ne voulaient pas payer. Ils ont travaillé avec des résidents qui faisaient le rôle de l'infirmier le soir. Ils ont pu fonctionner tant qu'ils avaient un effectif suffisant. L'effectif d'ailleurs, il y a eu des départs, le système a disparu. Maintenant, on essaye, dans les différentes wilayas où on travaille, de s'organiser autour d'un centre qui a une salle de KT. Former les médecins de périphérie, c'est ce qu'on appelle le réseau. Les EPSP, les cabinets, etc. pour le diagnostic. Si le diagnostic est fait très vite, on oriente vers l'EPH. On forme les médecins de l'EPH pour thromboliser. Et puis, ils sont en contact avec une salle de cathétérisme, idéalement dans la wilaya ou là dans les wilayas les plus proches. En cas de contre-indication, ils appellent, mais ça reste du personnel. Il le prend, vous ne connaissez personne, vous thrombolisez, vous thrombolisez, on vous guide à distance. Vous thrombolisez, c'est un échec, je dois m'engager à le prendre. C'est un succès, on le prend. C'est des systèmes qui essayent de s'installer. On a eu un programme STAMI donc par le ministère de la Santé qui a commencé à marcher. On espère qu'il y aura des fruits dans les prochains mois, mais il y a beaucoup d'initiatives personnelles. Puis je terminerai par un petit mot de politique. Maintenant, on a le ministre qui est cardiologue. Donc, il est directement concerné par l'infarctus du myocarde. Et je pense qu'une fois qu'il prendra ses fonctions bien comme il faut, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes quand il a commencé, je pense qu'il organisera la prise en charge de l'infarctus. Je pense qu'il en fera une priorité. Merci beaucoup, professeur Zawi. J'appelle le docteur Abd Daïm pour remettre l'attestation au professeur Zawi, qui mérite beaucoup, beaucoup mieux. J'aime beaucoup parce que bon, il fait son boulot avec amour et c'est ce qu'on demande aux médecins, c'est d'être toujours, d'aimer son métier. Quand on aime son métier, on ne travaillera plus jamais, jamais, jamais du tout parce qu'on le fait vraiment avec amour. Sont 20. Non mais c'est comme ça.